Ben, je vais utiliser, voilà, je vais opérer en technique divide and conquer, la technique la plus classique, et je vais essayer de détailler chaque geste. Comme ça va être, on va essayer d'être un peu pédagogue, hein. D'accord? Donc je commence. Très bien. Alors pour l'incision, j'utiliserai incision de 2, la mix de 2. Alors au début, je vais piquer un peu la cornée, je vais redresser ma lame, comme ça pour avoir une bonne tunnelisation. Et à la fin, voilà, je vais repiquer dans la cornée. Comme ça, je vais créer une marche d'escalier. Voilà, vous voyez, un peu trop tunnelisé. J'ai élargi un tout petit peu, à peu près du 2-3 pour permettre un bon passage de la pointe US et du sleeve. Ensuite, alors, je vais injecter de l'adrénaline à la dose adéquate pour donner une bonne dilatation, mais aussi une bonne tonicité à cette iris qui a l'air un peu atrophique. Ok. Du visque lourd hyaluronate de sodium 1,4 pour permettre une bonne chambre antérieure stable afin que je puisse mener mon rexis en toute sécurité. Comme moi, j'utilise la bimanuelle en irrigation aspiration. Donc, je vais faire 2 incisions veine gauche, une inférieure avec une certaine tunnelisation qui ne doit pas être trop importante. Et de l'autre côté, vous allez voir que je ne vais pas introduire mon couteau veine gauche tout à fait parce qu'au début, je n'ai pas besoin d'une incision veine gauche. C'est juste une incision de service pour permettre un passage adéquat à mon instrument. Alors, je vais démarrer mon capsulorhexis avec une aiguille crochetée, une aiguille de capsulotomie au centre. Alors, j'aurais pu tout simplement le démarrer à la pince, mais j'ai gardé ce réflexe parce qu'il permet d'avoir un premier contact avec la capsule, d'apprécier si c'est une capsule élastique, si c'est une capsule friable, mais aussi de voir la qualité de la zonule. Si on a une zonule fragile, vous allez voir la capsule en essayant de la découper, il va y avoir des plis qui vont apparaître. Donc là, ça commence bien. Ensuite, je vais saisir à ma pince capsulaire et pour essayer de faire un rexis de proche en proche, une découpe correcte sur une taille de capsulorhexis qui devrait faire dans les 5,5 cm. Millimètres plutôt. Voilà. Et si le rexis tend un peu à filer, il faut tirer toujours vers le centre. Donc de proche en proche, il faut avancer jusqu'à avoir une taille correcte du rexis, une découpe circulaire, comme cela. Alors, vous voyez bien le fragment de la capsule ici. Il faut toujours faire attention à le faire sortir, parce que sinon, des fois, il va se cacher derrière l'iris en faisant votre intervention, ou bien au niveau de l'angle, et le lendemain, on peut retrouver ce bout de capsule collé à l'endothélium. J'en ai vu pas mal, hein, donc il faut toujours faire attention à le faire sortir et faire sortir un peu de visqueux pour permettre de faire l'hydrodissection et créer l'espace nécessaire pour l'injection du liquide. Docteur Adawa, tu as utilisé le capsulorhexis en allant dans le sens des aiguilles d'une montre. Des aiguilles d'une montre, exactement. Et il y a des chirurgiens dans le sens contraire. Et vous savez, avec l'expérience, le fait, je ne sais pas maintenant, c'est très subjectif, de le faire dans le sens des aiguilles d'une montre, il y a moins de coups, on le réussit mieux que de le faire dans l'autre sens. Ça, c'est une remarque que je donne. Je te laisse continuer. Mais, en fait, c'est très logique, mais je suppose que ça rentre dans les habitudes de la chirurgie. Mais ce que je conseillerais, il faut apprendre à le faire dans les deux sens, parce que des fois, la découpe de la capsule vous permettra plus aisément de le faire dans le sens contraire que dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, il faut apprendre à le faire dans les deux sens. Mais habituellement, il faut le faire, comme vous l'avez bien mentionné, dans le sens des aiguilles d'une montre. Je pense que le réflexe, il est là. Hein. On n'a pas, voilà, beaucoup moins d'apprentissage dessus. Alors, ce qui est important, il faut essayer de ne jamais relâcher le rexis, ni avant l'incision,
sous l'incision. Si vous êtes en fin de course par rapport à votre pince, il faut le relâcher soit avant, soit après. Il faut éviter de le relâcher en dessous de votre incision, sinon vous pouvez avoir du mal à la récupérer. Et c'est là le point le plus sensible des fuites du rectus. Hein. Donc il ne faut pas le laisser relâcher votre rectus à ce niveau, il faut le relâcher soit avant, soit après. Voilà. On va passer maintenant à l'hydrodissection. Donc l'hydrodissection, c'est la séparation de la capsule, du sac de la capsule, du sac capsulaire, de son contenu. Donc il faut injecter le liquide soit à 7 heures, soit à 5 heures. Il faut éviter de l'injecter à 6 heures parce que souvent le liquide ne passe pas sous la capsule. Il faut vider un peu le visqueux pour permettre à l'eau injectée il faut lui créer l'espace nécessaire en fait. Donc on y va, sur l'injection de 7 heures, on va sous la capsule, on injecte et là vous allez suivre la vague qui va désolidariser le contenu du sac en fait du sac. Donc je viens d'injecter à 7 heures, je vais encore injecter de l'autre côté à 5 heures. Vous allez voir que voilà, donc l'hydrodissection elle est bien parfaite. Alors parfois, quand on fait notre hydrodissection, ce qui se passe, c'est que le contenu du sac, qui est le noyau, il essaye de basculer en chambre antérieure à travers le rectus. Là, il faut arrêter, il faut le remettre. Des fois, on a du mal un peu à le remettre, et là, il faut céder du visqueux léger. Mais sinon, comme ça, mon hydrodissection, elle est quasiment complète. Alors, par contre, j'ai adopté un réflexe qui me facilite beaucoup de fois la rotation du noyau. Donc, bien sûr que je peux faire la rotation du noyau maintenant. D'ailleurs, on va essayer de le faire et vous allez voir que ça tourne. Mais en même temps, vous allez voir que j'ai une certaine hypothalamie. Ma chambre n'est pas bien pleine. Ma chambre n'est pas aussi profonde qu'elle ne le devrait. Et si on fait la rotation du noyau à ce moment-là, sachez que vous allez avoir du mal si le noyau n'est pas bien désolidarisé du sac et vous allez en même temps solliciter cette zone. Donc avant de faire la rotation, j'injecte du visqueux léger, je remplis bien mes espaces, comme ça on va retendre la zonule, on va créer l'espace correct de la chambre antérieure, comme ça en tournant le noyau, je ne vais pas solliciter la zonule. Secondo, je prépare la prochaine phase qui est la phaco 1, en injectant du visqueux léger bien sûr pour protéger l'endothélium. Et tertio aussi, ça va me permettre d'introduire ma pièce à main en phaco 1 sans être obligé de passer par une irrigation. D'accord? Ok, donc là je vais tourner mon noyau en utilisant un Sinskey. Vous allez voir qu'il va tourner, sinon on complétera l'hydrodissection bien sûr. Alors en faisant un mouvement de rotation, juste voilà, un peu en appuyant sur le noyau. Vous voyez bien que voilà, ça c'est pas bien dissolu. Voilà, ça tourne. Voilà. Là, le fait d'avoir mis du visqueux, ça m'a aidé à tourner le noyau sans solliciter la zone. Ça c'est très important. La seconde chose de l'importance de ce geste d'injecter le visqueux léger avant de faire la rotation. Alors si jamais vous avez un globe un peu mal exposé, une arcade supérieure un peu trop béante, ou bien la cornée, le globe qui se cache un peu sur la paupière supérieure, on introduit notre micromanipulateur et là on peut diriger le globe là où on veut pour permettre un passage plus aisé de la pièce à main. Donc si on avait un globe qui est mal exposé, donc le fait d'introduire le micromanipulateur avec une chambre bien formée, on ne risque pas de la vider. Et là, vous voyez très bien, la plupart des chirurgiens vous diront qu'il faut rentrer en irrigation. Non, je rentre tout simplement ma pièce à main sans irrigation et je n'ai pas d'effort à faire. Alors, donc là, on va passer à la phaco 1. Avant de commencer à creuser, il faut toujours aspirer un peu de visqueux, le cortex supérieur du noyau, comme je le fais maintenant. Mais ensuite, voilà, on va commencer à creuser. Et quand on creuse le noyau, il faut creuser profondément, suffisamment. Voilà, il ne faut pas aller trop en cortex, ça ne sert à rien, mais c'est plutôt dangereux. Donc, alors, vous allez me dire, vous avez creusé suffisamment, on peut craquer en demi-noyau à ce moment. Je vais vous dire ça, il ne faut pas le faire au minimum. Donc, pour fracturer le noyau en demi, il faut creuser dans les deux sens.
Ça, c'est le premier sens de 6 heures. Maintenant, il faut tourner le noyau dans l'autre sens et compléter, de creuser le noyau dans l'autre sens. Il ne faut pas aller en cortex, mais plutôt en bas. En fait, comme une cuillère à glace, alors, il faut aller en profondeur. Maintenant, alors, bien sûr, ça c'est la première partie du divide. Je devrais tourner le noyau de 90 pour pouvoir creuser l'autre sens de la croix comme je le montre ici. Moi, je le fais rarement. Vous allez voir, c'est une variante du divide que j'aime bien et qui me facilite beaucoup ma chirurgie. Donc, on va essayer un peu de creuser suffisamment. Là, maintenant, je vais craquer en deux. Vous voyez bien qu'il faut mettre les instruments au fond du sillon, craquer en deux, comme je viens de le faire, et ça craque très bien. Pourquoi ça craque? Je n'ai pas de résistance parce que j'ai creusé profondément. Ça, je m'adresse à Dr Raves qui m'a fait la remarque, cette remarque il y a 2 jours. Elle m'a dit pour craquer, il faut creuser profondément. Oui, il faut craquer profondément suffisamment. Je vais dans l'autre sens toujours, mais alors, je conseillerais de ne pas aller au fond de façon verticale. Il faut toujours aller de façon oblique, un peu horizontale, pour ne pas solliciter la zone. Vous voyez bien, ici, je craque en deux. Et tout s'est bien passé. Donc, je tourne l'autre hémi-noyau. Alors, ça, on aurait pu continuer en chop and stop, mais ce n'est pas ça le but. Donc, je vais creuser l'autre demi-noyau en utilisant des US. Vous voyez très bien. Et là, ce qui est bien, c'est que on n'est pas obligé de creuser profondément. L'hémi-noyau est fragilisé et j'arrive à craquer juste en faisant un petit sillon dans l'hémi-noyau en face. Là, je vais tourner l'autre hémi-noyau de face. Et je vais faire la même chose, vous allez voir. Alors, je vais creuser un peu l'hémi-noyau, un tout petit peu, un petit sillon, et puis il va venir pour la fracture sans aucun souci. Voilà. Voilà, ça c'est fracturé. Maintenant, on va passer en Phaco 2. Phaco 2, est-ce que je dois continuer directement maintenant ou bien je remets du visqueux? Alors ça dépendra des cellules endothéliales. Si on a un nombre suffisant des cellules endothéliales, je continue directement ma Phaco en Phaco 2. Sinon, je sortirai et je mettrai du visqueux avant de continuer cette étape. Alors là, je passe en Phaco 2. Phaco 2 sur une machine Venturi, la machine Stellaris, la machine préférée pour ma chirurgie. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'aller chercher, on n'est pas obligé, et puis surtout, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas aller au contact des quartiers à émulsifier, mais plutôt à actionner et les quartiers vont venir comme un espace d'aimant, vous allez le voir. Il y a une force d'attraction en aimant. Voilà, il faut juste voir. Et vous allez voir que les quartiers sont prêts à se livrer facilement sans aller au contact, contrairement à ce qui se fait sur une machine péristaltique. Et là, vous allez voir, il suffirait juste de manipuler les quartiers et ils seront prêts à venir. Alors ici, la pièce à main, le geste important à ne pas faire, il ne faut pas l'orienter vers le bas. Il faut rester sur un plan horizontal, parallèle au plan aérien. Sinon, vous risquez d'aspirer la capsule et de provoquer une rupture capsulaire. Donc, il faut rester au centre de la cornée de façon horizontale, peut-être très oblique, mais sur une pente très douce pour pouvoir émulsifier l'ensemble des quartiers sans risque d'accrocher la capsule ou bien l'hélice. Et vous voyez, voilà, je n'ai pas été obligé d'aller chercher les quartiers. Et là, ma phase de phaco-émulsification des quartiers est terminée. Je sors en douceur. Et puis là, on va passer à l'étape de irrigation-aspiration. Irrigation-aspiration que je fais en bimanuel et qui me permet d'être à l'aise dans toutes les situations, quelles qu'en soient, parce que tout simplement, j'ai un abord de 360 degrés sur l'ensemble du sac. En étant très à l'aise pour le lavage du sac. Donc maintenant, je vais compléter mon incision de service en veine gauche pour permettre à mes instruments irrigation, inspiration, veine gauche de passer, comme je viens de le faire. Et puis, vous allez voir la facilité avec laquelle on va aspirer les masses.
Voilà. Masses périphériques qui sont dotées de bimanuel et c'est une technique qui est très efficace parce qu'elle permet d'aller dans tous les recoins du sac capsulaire pour aller chercher toutes les masses périphériques. On a vu plusieurs, des habitudes des gens, des médecins, des chirurgiens, ils nettoient, et là on va aller vers le sulcus et justement ça permet de prévenir les phénomènes inflammatoires post-opératoires, d'aller nettoyer complètement la périphérie rétinienne. Et ça, c'est très utile, surtout pour les patients diabétiques et les patients myopes aussi, parce que souvent, nous avons des malades assez lourds qui doivent subir une chirurgie rétro-vitréenne, une chirurgie intravitréenne, une vitrectomie ou autre. Et là, évidemment, les chirurgiens de la rétine sont très contents et on a un retour qui disent qu'ils ont un bon champ de vision. Voilà, regardez, il y a une pièce qui va irriguer cette nage, et après il peut intervertir. Là, il est en train d'aspirer. Une pièce est en train de faire l'irrigation et l'autre est en train de faire l'aspiration. Comme il vous l'a dit, c'est une machine venturique de Rocheron qui permet d'aspirer les masses périphériques à distance. Donc dans la péristaltique, on est obligé d'entrer en contact et de faire occlusion sur les masses pour pouvoir les aspirer. Alors que là, même à distance, et cela permet de protéger la capsule. Regardez, rapidement il l'a fait. Et si on le fait avec un seul comme ça, en allant de chapeauter, c'est plus difficile. Là, c'est plus esthétique, c'est plus élégant, et on voit que la capsule après peut faire un pelage de la capsule avec la partie aspirante et la partie irrigante qui permet d'avoir une bonne chambre antérieure. Voilà, même les derniers copeaux là, quand ils sont durs, parce qu'il peut rester des copeaux, des fragments nucléaires, et là, il peut les triturer grâce aux deux manipulations. Voilà, donc il a nettoyé tout ça, et là, c'est la phase d'implantation. Là, il y a une veuve là, on n'arrive pas à l'entendre. Je reprends donc la parole les descriptions, les gestes. On va rétablir le son avec le là, c'est un objectif. D'abord, il faut objectiver que dans la chambre postérieure, dans le sac capsulaire, le remplir, parce que des fois, avec un bonus comme ça de vêtements, on peut rompre la capsule. Des fois, si on a, dans les cotiales, les cartouches qui ne sont pas bien faites, bien gardées, des fois on rompt sur quelque chose. Mais, je vois avec Rocheron, tout ça, c'est vraiment progressif. Et c'est un élément souple, qui est mince, qui est adhérent à la capsule et qui prévient et qui nous permet de ne pas avoir de cataracte secondaire dans l'immédiat quand on les voit. On voit beaucoup de patients qui se font opérer 2, 3 mois, 4 mois après et qui on leur dit de faire un laser parce que c'est des implants qui n'ont pas l'adhérence sur la capsule. Et ça, c'est un matériau qui a l'adhérence directement sur la capsule, il ne bouge pas, même si les cellules viennent de part et d'autre, elles s'arrêtent au niveau des bords. Passer la cartouche, passer l'implant.
accéder du manipulateur pour que l'implant aussi le dirige, il le voit, il voit où il part et il le met à l'intérieur du sac capsulaire en s'aidant du manipulateur, le manipulateur d'Arneaudo ou bien. Voilà. On voit bien les ailerons de cet implant qui adhère bien. Et après, une fois qu'il est dans le sac, évidemment, il faut laver tout le visqueux correctement. Je ne veux pas laisser le visqueux. Ça risque d'abord d'entraîner des hypertonies. Deuxièmement, ça risque d'entraîner des réactions inflammatoires. Le visqueux n'est pas un produit inerte. Et après, il fait également le lavage dans la chambre antérieure. Et vous allez voir que grâce aux deux manipulateurs, il va même laver derrière l'implant. Là, on est en train d'aspirer tout le contenu de la chambre antérieure. Et voilà, comme ça, on s'entend. Vous savez, vous voyez que le lavage du visqueux, il prend plus de temps que la phaco. Les grands chirurgiens on passe plus de temps à laver le visqueux que de faire la phaco, parce que là, il a fait doucement, il aurait pu la faire rapidement, mais là, il ne peut pas faire plus vite, parce que le visqueux est lourd, il faut l'aspirer, il faut du temps, il faut qu'il ensuite il va le faire derrière, je ne sais pas s'il a déjà vu. Oui, il était derrière. Voilà, l'implant est bien en place. Il le met évidemment dans l'axe. C'est important de ne pas trop désaxer, mais on se retrouver des fois avec des sacs capsulaires qui sont très grands sur le supérieur. Et alors, parfois, l'implant peut glisser d'un côté au l'autre. Mais si on s'assure que l'implant est bien adhérent à la capsule et qu'il touche dans le succus, et qu'il arrive à être dans le succus capsulaire, hein, pas le succus bien, c'est-à-dire à l'intérieur de la capsule. Là, l'hydrosuture, donc c'est la fin. L'hydrosuture, ça permet une auto-étanchéité. D'abord, les incisions auxiliaires pour faire de l'incision de service, comme on dit. Et après de l'incision principale. Il faut savoir que l'hydrosuture bon, parce que moi j'ai beaucoup quand même, 5-6 heures maximum. Donc après, c'est des fois une cicatrisation qui commence, mais une fois qu'on a au sang pour approfondir. Une fois que vous arrivez à injecter dans la cornée et que la chambre antérieure s'approfondit, vous êtes dans le don voilà, je pense que l'intervention est finie. Là, je prends ici pour lui poser des questions. Pour lui poser des questions. Il n'y a pas de questions inutile, hein. Il faut poser n'importe quelle question parce qu'on est dans la chirurgie et c'est beaucoup d'expérience. Il faut savoir que le docteur Akagawa a eu une expérience de plusieurs années et il y a des choses à lui dire dans sa propre expérience et chacun évidemment va adopter sa façon d'opérer. On va voir après le docteur Wallet, il utilise une autre technique et le plus important c'est le résultat. Il a un peu de kilos, hein, pour pouvoir remettre la technique en place et surtout laquer également l'implant au-dessus. Non seulement il est dans le sac, il y a également l'iris qui va venir au-dessus et le plaque.
plus l'hydrosuffire et le remplissage de la chambre antérieure, d'antibiotiques à la fin, évidemment, avec un antibiotique. Je vais voir s'il peut venir ou didactique. Moi, je pense qu'il a fait un live extraordinaire. C'est pas toujours, il y a toujours des bugs. Heureusement qu'il n'y a pas eu de bug au niveau de la chirurgie, qu'il y a eu de bug au niveau du son. On a eu l'image, j'ai commenté la suite parce que je leur ai dit que toi, tu avais le dada de la bimanuelle. Il y a très peu de gens qui l'utilisent parce que quand on a une habitude, on reste dedans. Et quand on sait faire quelque chose, il faut rester dedans. Si chacun, il faut qu'il adopte tellement de techniques. On a fait toutes les techniques. Et même lui, il est passé par toutes les techniques, il a une grande expérience. Et comme je l'ai dit, j'étais beaucoup de compliments. Je sais que tu à présenter. J'apprécie. Et donc, j'ai parlé de la vie manuelle, je n'ai pas eu le temps de. J'ai dit, ça permet de déployer dans le. Et donc, je te donne la parole pour les questions. Et je souhaite que. J'espère que vous avez apprécié ce que j'ai présenté. Il y a le stress de la chirurgie de live. J'aurais pu faire, on fait un montage de vidéos du quotidien, c'est une chose. Quand on fait du live et on essaie de montrer le détail des gestes, voilà, ça c'est autre chose. Donc je pense que ça a été quand même une qualité correcte. Très bien. Ben, je vous dis la même chose, pour ceux qui veulent faire de la faco, faites et maîtrisez le débat. C'est la seule technique qui est reproductive. C'est souvent, on en a discuté, quand vous avez des problèmes avec une autre technique que vous avez adoptée, la seule qui va vous faire sortir du problème que vous rencontrez, c'est le divide and conquer. Pourquoi? C'est divisé par régner, vous allez de proche en proche. Parce que nous, avec le flux des patients, on fait du phaco-shop rapidement, on fait le stop and shop, ou bien on peut faire la technique d'Akaoshi qui est aussi rapide, parce que le fait de creuser, mais lui, il creuse tellement bien, parce qu'il a été quand même assez rapide dans le phaco, et le temps que tu as plus passé à faire de lavage de disque, il est plus grand que le temps que tu as mis pour faire la phaco. Ah oui, quand on fait des divides, ça permet d'être rapide, efficace et puis plus souvent on n'a pas de surprise. Même quand on fait une rupture sur un divide, souvent c'est une petite rupture qu'on arrive à faire. Faites une rupture sur un shop, vous allez voir que toutes les masses qui vont aller. Voilà, souvent c'est ça qui se déchire dans tous les sens, et vider votre contenu. Là on passe à notre stade pour la communication. Donc le divide c'est d'échanger reproductif. Ça c'est le message à lancer. Je peux vous faire sauf en live, vous allez juste à la fin fatigué parce que vous venez juste voir une copie-collée d'une chirurgie qui vient de se répéter sans fin, alors que c'est son maladie. Oui, c'est toujours c'est jamais la même chose, jamais. Vous pouvez trouver, là, tout à l'heure il a fait tourner le noyau, et si vous avez une dyspropie, une laxité ovulaire,
dans certains cas aussi de malades qui restent longtemps avec des cataractes régressives qui sont collés à la capsule. C'est pas toujours, et les hémisflopies, c'est pas toujours facile avec une pupille étroite de faire tourner, parce qu'il faut faire tourner le moyen. Comme on dit en gynécologie, quand il y a des présentations, je le dis toujours, il y a une présentation de la face chez les gynécologues et les obstétriciens, la face doit tourner ou mourir. Donc il faut tourner. Voilà, tourner parce que ça vous permet de manipuler après. Parce que si vous faites hydrodissection, bon, l'eau est passée, la vague d'eau du sérum est passée, mais que ne tourne pas. Après, une fois que vous êtes en train de faire votre divide, vous voulez le faire tourner, vous avez des difficultés. Et quand il y a la masse complète, c'est plus facile de le tourner. Quand vous l'avez déjà fragmenté, c'est plus difficile. Et puis après, vous n'allez pas faire tourner avec le manipulateur et avec la pièce à main, c'est plus difficile. Alors que vous le faites tourner avec le cisque comme on l'a dit, ou bien même des fois avec la canule, ça va rapidement. Des fois, le noyau comme il l'a expliqué, qui peut venir, qui surgit, qui sort de son sac. Mais c'est préférable de le remettre pour opérer, et ça c'est une technique, pourquoi elle est bien. Il opère dans le sac capsulaire, et ça évite l'endothélium. Dieu se le sait que nous avons beaucoup de cornéa gutata, et c'est faut savoir que tous les malades que vous devez opérer, il faut leur faire une microscopie spéculaire. Vous pouvez avoir une cataracte simple comme ça, qui a une cornéa gutata derrière. Nous, comme on leur fait des microscopies spéculaires, on a 2 à 3, 4%, on découvre des cornéa gutata très évoluées. Et vous allez confiant, comme ça, en faisant des ultrasons vraiment à l'aise, parce que là, il faut être parcimonieux dans les cornéas gutata. Et là, vous n'êtes pas averti, et le lendemain, vous avez un deuxième cornéa qui peut passer à la kératopathie vénateuse jusqu'à la greffe endothéliale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? J'ai dit, il faut poser des questions au docteur Aïdawa. Il ne faut pas avoir honte, n'importe quelle question. Voilà. Je vous remercie pour la présentation, c'était clair, c'était pédagogique. Merci. Je voulais juste avoir une petite question par rapport à la marque du chopper. Je sais qu'il faut avoir un bon chopper avec un beau mousse, avec un côté tranchant. Quelle marque vous utilisez? Sur 36 des choppers à usage unique. J'en ai beaucoup. Mais maintenant, le nom de ce chopper, c'est le Nagara, non? C'est le Nagara. Il faut éviter les choppers. En fait, le cisqué aussi, il est bon hein, pour le divide après. Dans tous les cas, c'est pour les débutants, c'est vraiment pour être. Il faut éviter les choppers. Non, pour les débutants cisqués. Commencez par le débutant cisqué. Après, vous allez vers le Nagara, c'est pointu, c'est tranchant. Il y en a d'autres aussi. Il y en a des dizaines. Chacun fait un chopper à sa manière. Les embouts tranchants, généralement, c'est pour les chocs. Et moi, c'est pas parce que je ne sais pas faire le choc. Au début, j'ai commencé choc. Et j'ai eu la chance de croiser une association de projet. C'est eux qui m'ont formé. Et c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je veux présenter de la pédagogie. Voilà. On peut faire beaucoup de cataractes, on peut en faire beaucoup. Mais est-ce que c'est la bonne façon de faire? Ça reste entre parenthèses. C'est pour ça que j'insiste sur le divide. Voilà, ce qui est. Alors, je vais revenir à cette association. Quand je les ai rencontrés, je faisais la faco, shop comme tout le monde, j'en faisais beaucoup à l'hôpital. Alors, j'ai fait une première émission avec eux, une mission où chaque fois on opérait 200 patients sur 2 salles opératoires. Et voilà, ils étaient sur notre niveau, et j'ai pris. À la fin, il y a mon épouse qui était dans la mission, elle a demandé à M. Corré Dosso, un chirurgien suisse, qui est très bien, très pédagogue, lui demande, alors mon mari, est-ce qu'il sait faire bien les choses? Et il me regarde et m'a dit, vous avez beaucoup de potentiel. Mais là, il faut que vous allez utiliser dans votre apprentissage. Mais là, il faut revenir au zéro. Il faut reprendre le divide. Je ne veux plus te voir faire du choc. C'est tout. Il faut revenir au divide. C'est la technique la plus sûre. Une fois qu'on sait faire le divide correctement, vous pouvez basculer vers le choc. Moi, j'ai commencé choc, divide, je suis revenu au choc. Et je suis revenu sur les centaines de patients. Et à la fin,
aujourd'hui, je fais mon divide classique. Des fois, c'est tellement classique que j'ai envie un peu de sensation. Voilà. Mais quand on fait beaucoup, et on pense au patient, le divide, c'est un travail qu'on fait beaucoup, ça, même sur des cataractes très brunes. Il suffit juste de protéger un peu avec des disques légers qu'il faut remettre, mais souvent la cordée n'a pas été touchée. Je reprends. Merci de ce que tu as dit. J'ai vu ici, on va parler d'un autre aspect, j'ai vu que tu n'as pas fait d'hydrodélinéation. Alors, dans le shop, il faut faire d'hydrodélinéation, parce que nous avons coupé le noyau, et on va laisser le périnucléus, c'est autre chose. Et après, il faudra, évidemment, avoir un autre programme pour le périnucléus. Quand on fait un shop, c'est vrai que le shop, nous allons avoir un petit noyau, lui, là, à la fin, il ne restait que les masses périphériques. Et quand vous faites le shot, préférence de faire une hydrodélinéation, c'est-à-dire séparer le noyau du périnucléus. Nous avons le noyau, le périnucléus et les masses périphériques. On sépare, on fait le divide avec le noyau, et après, il nous reste une grosse masse. C'est tout le bleu, comme on dit dans le jargon, qu'il faut enlever après, évidemment, avec un autre programme de la FACO. Et si c'est des masses périnucléaires qui sont molles, on peut évidemment les ramener avec la bimanuelle, mais c'est trop lourd parce que c'est quand même assez charnu. Il y a un programme spécial de la FACO pour ça. Donc, et dans le divide, il a raison. Il n'y a pas, et donc cette étape-là, il peut la sauter parce qu'il va faire diviser en même temps le noyau et également le périnucléus, il est collé au noyau. Alors, quand on fait le sillon dans le divide, il faut savoir qu'il ne faut pas, je l'ai bien dit pendant la chirurgie, il ne faut pas creuser par là. Ça, c'est une bêtise. Il faut faire une croix, petite croix centrale, 3-4 mm au maximum. Il ne faut pas aller jusqu'à la périphérie, parce que la périphérie, le cristallin, il est plus mince et on risque de toucher la capsule. Souvent, ce n'est pas dur. En creusant, en s'oubliant dans le cortex, on peut arriver à ce périnucléus qui est mou. Et ça peut prendre la capsule. Donc il faut creuser au centre, 3-4 mm, une petite croix. Vous n'aurez pas de. Alors, en fait, le cortex ne résiste pas à la fracture. Ce qui résiste à la fracture, c'est le noyau. C'est pour ça qu'il faut creuser le noyau profondément. J'ai utilisé le mot comme une cuillère à glace. Il faut creuser profondément. Et puis, savoir s'arrêter. Le reflet en bas change souvent de transparence. Et à un certain moment, on sait que c'est suffisant pour creuser. Par contre, pour les cataractes brunes, là, on est obligé de creuser le cortex. Parce que c'est le cortex, pour les cataractes brunes, qui résiste à la fracture. Donc là, c'est le seul cas où il faut aller. Les cataractes dures, en fait, même le cortex, il est dense. Même la cataracte blanche, il faut éviter d'aller trop profond, parce qu'il n'y a pas de définition. La cataracte blanche, on est en train de creuser, voilà, c'est la capsule. Du décristallisation. Éviter de creuser très profond et très plus loin. Merci Aïtadama, merci Farid pour cette prestation qui nous a aidés parce que c'est très didactique. C'est rare d'avoir des lives comme ça qui marchent jusqu'à la fin. L'avant, on n'avait pas l'avant, on l'a ici. Merci beaucoup. Ça arrive. Maintenant, on va passer à un autre chirurgien. C'est le docteur Wallet, que vous connaissez, qui fait partie de notre famille. Ça fait presque 20 ans qu'il est avec elle. Il va nous, s'il vous plaît, vous écoutez bien ce qu'il va faire. Lui, il utilise le stop and shop. Stop and shop, c'est pas le shop. Tu le shop de Nagara une fois, deux fois, non. Il fait un sillon, comme s'il allait faire le divide, il fait un sillon, il fait tourner, et après il craque, il a deux hémisphères. Je le laisse faire. Montre-lui sa technique, parce que là, il risque de ne pas qu'il voit bien, parce que lui, il va bien voir, et eux, il est bon. Non, là-bas, parce que c'est en train d'utiliser la lumière qu'il a utilisée. Parce qu'il y a une lumière réfléchissante avec la rétroillumination. Et là, vous voyez, il a commencé, on ne voit pas. Il faut lui dire d'arrêter.
voyez bien, mais lui, il vend moins bien. C'est moi qui vais vous demander parce que est-ce que vous écoutez, si on arrête un coup à A, ça permet que se faire entendre moins, parce que sinon il y a des interférences. Voilà, donc c'est une cataracte, comme je vous l'ai dit, nucléaire, de grade 3. On voit qu'elle n'a pas de quart, elle arrive du tout, elle suffit d'atteindre. Ce n'est pas toujours le cas, vous savez, on choisit le cas pour les lives. Plus tard, quand on va avancer, que vous allez apprendre mieux, on va faire des cas challenging, des cas vraiment durs, parce que là c'est un peu didactique, c'est de l'enseignement. Plus tard, on prendra des pupilles étroites, des cataractes subluxées, des cataractes denses, des cataractes molles, des cataractes tumescentes, tout ça. Là, c'est pour voir les techniques, les différentes techniques qui sont utilisées pour tirer l'affaire dans chaque cas. Voilà, là, donc, maintenant, Wallet était un adepte du stop and shop. Il a appris ça, donc on le faisait depuis longtemps. Il a fait comme ça. Quand on maîtrise une technique, il faut rester dedans. Parce que on sait faire quelque chose, pas trop changer. On peut passer par les différentes techniques au début et on va voir celle qui nous sied le plus. J'espère qu'il a réglé le problème. Vous allez écouter la voix du docteur Wallet là-dessus. On aura donc 5 minutes de temps. Il est en train de faire l'incision en attendant que la voix revienne. Là, c'est toujours une décision, vous voyez, de 2. Moi, personnellement, j'utilise une décision de 1,8 qui a été inventée et ébauchée par les laboratoires Roche-et-Long en 2008. Et là, évidemment, le standard, c'est 2,2. Et avec le Stellaris, on peut utiliser une décision 1,8. Et personnellement, je fais une décision de 1,8. Là, c'est le visqueux qui a de la chambre antérieure. Je crois qu'il a une grande dilatation. Un peu puisque sur la cornée, ça permet d'avoir une magnification de l'image, en dépense des visqueux, alors que normalement on est toujours parcimonieux pour ne pas trop, puisqu'on en a besoin à l'intérieur, c'est pour mieux voir, hein, c'est normal. Quand on fait du visqueux dessus, du visqueux qui n'est pas lourd, hein, c'est la méthylcellulose. Voilà, lui, il n'a pas utilisé de micro qui s'étend. Il a utilisé, il a déchiré la capsule avec son capsulorhexis. Vous voyez qu'il a notre habitude de faire le capsulorhexis toujours dans le sens des aiguilles du montre. Apprenez comme ça, c'est mieux, parce que c'est plus physiologique. Quand vous faites ça, et quand vous faites ça de la gauche, même le cerveau, il est meilleur. Voilà. Donc il faut, vous voyez, il a agrandi, il a fait petit, après donc il a fait une fois et demi. Il a fait une fois et demi parce qu'il était petit le capsulorhexis, et puis par la suite il a repris par l'autre côté et il a agrandi. Voilà, donc le capsulorhexis, ça fait 5 à 6. J'ai oublié de vous dire que l'implant que le docteur Etalo a mis, que l'auvent antérieur de du sac capsulaire doit se rabattre sur l'optique de l'implant pour éviter évidemment la cataracte secondaire. Donc, quand on va introduire l'implant, cet auvent-là doit juste 1 mm ou 0,5 pour qu'il y ait le plaquage par en bas et le plaquage par en haut, et les cellules ne vont pas se développer rapidement.
Et avec les implants de Beauchelon, nous n'avons pas de cataracte secondaire, même dans plusieurs mois, plusieurs années. Ça dépend des patients. Le phénomène inflammatoire encourage la survenue de cataracte secondaire. Là, il va faire l'hydrodissection. Voilà. Et faire bouger après. Bouger le noyau. Voilà, le noyau est en train, lui, il est en train de le faire tourner grâce à la canule. La canule avec laquelle il est en train de faire l'hydrodissection, c'est avec ça qu'il fait tourner le noyau. Quand il ne veut pas trop tourner, il ne faut pas trop forcer parce qu'on risque de déstabiliser la zonule. Il faut aller utiliser des cisquets pour le faire tourner. Le noyau a tourné. Là, il va commencer sa chirurgie en faisant un premier sillon. On a dit qu'il allait utiliser la technique du stop and shop. La technique du stop and shop qui nous permet d'avoir 2 héminoïdes. Et après, on fait des chocs sur chaque héminoïde. On fait un premier sillon. Là, il est en train de préparer sa pièce à main. On utilise, et aussi grâce au docteur Moilette, nous avons introduit l'usage unique. Vous avez vu que l'usage unique, aussi bien de la pièce à main que de l'embout. Ça, il nous a ramené la technologie suisse. Et ça coûte. Bon, voilà, il a commencé. De la pièce à main. Voilà, il est en train de creuser maintenant, docteur Moilette, et il creuse un sillon en allant évidemment, quand la cataracte est dure, il faut aller en position de ravage, et après on rentre profondément, doucement. Moilette a l'habitude d'utiliser la péristatique. Là, il est en venturie. Pour passer de l'une à l'autre, c'est une question d'habitude, c'est une question de. On a fait de la venturie, on a fait de la péristatique, on a tous les appareils. Voilà, le premier sillon, il est fait. Et après, il va regarder, il va se mettre en occlusion, mais en occlusion, en venturie, ça n'existe pas. Il faut aller contre. C'est pour ça que là, il va contre l'un, l'autre, et il va séparer. Regardez, 2 héminoïdes. Et après, il va se mettre en choc. Là, il va diviser en 2. Voilà, regardez, en choc. Voilà, il a divisé en 2. Il va faire tourner pour aller reprendre l'autre héminoyau, l'autre hémisphère. Il se met en occlusion. Il n'existe pas l'occlusion en ventriculaire. Et il va craquer ici en 2. Et nous avons les 4 quartiers déjà qui sont séparés. Lui aussi n'a pas fait d'hydrodélination. Quand on fait cette technique, il est préférable de faire l'hydrodélination parce que quand on craque, il faut avoir le coussinet derrière qui est le périnucléus qui vous protège la capsule. Maintenant, il va attirer les différents fragments l'un derrière l'autre, comme on le voit, à distance, puisque la venturie, elle aspire à distance. La péristaltique, vous êtes obligé de rentrer en contact pour augmenter la pression et faire l'occlusion, et après vous faites ventouse et vous. Tandis que la venturie, c'est plus rapide, de loin, vous tirez. C'est plus sécurisé aussi. Mais les deux se valent, parce que la péristaltique, les pressions n'augmentent pas rapidement, parce que là, dès que vous appuyez, vous avez votre pression maximale et votre débit maximum. Tandis que dans la péristaltique, au fur et à mesure, il faut que la pression augmente en occlusion pour avoir la pression. Et là, il est au dernier quartier. Il faut toujours se méfier du dernier quartier, surtout quand on ne fait pas d'hydrodélinéation, parce que à la fin, il y a la libération de l'occlusion, et après, il peut y avoir le problème de seuil de l'occlusion. Une fois qu'il va sortir, il peut faire des études capillaires pour le dernier morceau. Le
méfie. Là, il ne faut pas qu'il aille, parce que c'était une masse périphérique, il faut qu'il change de. Voilà, il va changer de pièce à main. Il aurait gardé ça parce qu'il était habitué avec la péristaltique. Avec la péristaltique, il peut tirer parce que ça va doucement, mais là non, il faut qu'il aille changer de pièce à main. Il va utiliser la pièce à main irrigation aspiration. Et lui, évidemment, il utilise la monoaxiale, il ne fait pas une bimanuelle, et donc c'est des habitudes différentes. Le bimanuel a été introduite, enfin, on l'a fait depuis longtemps, ça n'est pas séparé. Mais le docteur Ekadawa a quel rembout de service parce qu'elle va nettoyer. Voilà. Nous avons l'embout, regardez l'embout siliconé, il est excellent, l'embout siliconé de Rochellon. Il ne traumatise pas la capsule. Regardez, il va derrière, il va tirer les différentes masses périphériques qui sont. Et là, vous voyez que c'est plus laborieux qu'avec une vie manuelle, on va dans tous les recoins. Là, mais c'est un embout en silicone qui est atraumatique pour la capsule, et de proche en proche, on va aspirer les masses périphériques. Il est revenu sur votre. Il faut tout arriver. Voilà. Il est en train d'aspirer, il finit là, c'est les dernières masses, et il embout siliconé qui permet même de faire un pelage, nettoyage de la capsule postérieure. On fait toujours un nettoyage de la capsule postérieure chez nous, parce qu'il peut rester des petits grumeaux au niveau de la capsule postérieure et qui vont favoriser l'apparition d'une cataracte oculaire précoce. Là, donc, c'est fini. Il va mettre du visqueux, remplir ce sac capsulaire. Et il remplit la chambre antérieure. Et il va injecter un implant de champ postérieur Acreos NI60 plus 20 gauche. Et par la même occasion, je remercie les laboratoires Rochellon de nous avoir aidés à faire ce live et à vous faire donc, ce séminaire qu'on répétera le plus possible en allant évidemment dans les challenging cases après. Là, il faut aller parce que ça, c'est des cas simples. Hein, et la pédagogie, c'est plus simple alors que si vous avez quelqu'un en train d'avoir des difficultés, et vous montrer ça plus tard, on va rentrer dans les docteurs Ekadawa, il a beaucoup de vidéos sur ça. C'est notre pain quotidien parce que nous, on reçoit les malades les plus difficiles. Hein. Un médecin fait des prises par un chirurgien dental qui peut déjà faire. Mais les cataractes difficiles, on en a beaucoup. Ouais, c'est 80%. Hein. Voilà. Donc sur l'exfoliation, les illustriopie, les cataractes poussées, les cataractes denses, avec coronel mutata, avec les cataractes compliquées, séclusives, qui sont bien. Voilà, il est en train d'injecter. Et grâce donc à cet implant, on injecte au bord, parce qu'à 1,8, moi j'arrive à injecter à l'intérieur. Et là, il y a 2,2, donc l'implant va rentrer facilement dans la chambre antérieure d'abord, et puis dans le sac capsulaire bandé, et on voit qu'on a une bonne visibilité. Et il va enfoncer grâce à la pièce à main IA, siliconée, à embout siliconé. J'avais présenté dans 2 congrès, grâce à cet embout-là, on fait la technique de IA pour level, ça plus tard, c'est une autre technique. C'est quand il y avait quelquefois, dans les chéniums, il y a une profondeur de champ importante, et grâce à cette IA pour level, on arrive à luxer le noyau et le ramener, parce que des fois on a une profondeur de chénium qui sont de grands yeux, et ça descend jusqu'en bas, on ne voit plus, même la profondeur du microscope n'arrive pas à voir. Et
Et avec cette IA, on va jusqu'au fond, on énuclée le noyau et on le ramène à cheval en sachant qu'en derrière. Regardez, il va délier l'implant aussi grâce à ça, et sans danger, pour aller aspirer le visqueux, parce que la partie, disons, opératoire d'aspiration du visqueux prend plus de temps aussi. Bien nettoyer le visqueux dans la chambre antérieure et derrière l'implant aussi. On voit qu'il a fait, il est passé. Et là, il va stabiliser, parce que même quand vous laissez du visqueux derrière, il vous stabilise l'implant, il n'est pas dans le bon sens, ça peut créer une diplopie chez le patient, des petites subluxations avec le temps. Il vaut mieux sortir de la chambre postérieure et la chambre antérieure avec zéro visqueux dans l'œil. Pour l'inflammation, pour la stabilité de l'implant, parce que vous aurez comme ça une idée de la stabilité de votre implant dans le sac capsule. Voilà, on met du d'air, moi je ne mets pas de bulle d'air, mais on a perdu le temps, parce que la bulle d'air ne sert à rien, et que la bulle d'air est prise dans l'ambiance. Je pense que je vais l'enlever là. Et rentrer. Voilà. Il y a des chirurgiens qui mettent des bulles d'air. Vous avez vu que la pupille s'est ramassée toujours pour stabiliser les implants dans le sac. En topique, un malade et avec 60 personnes qui regardent avec des yeux, donc sans d'un yeux. Ouais, pas évident. Bien voyant. Voilà notre maître. J'espère que ça a été très bien. Il a bougé un petit peu. C'est ça les aléas de la topique et je voulais partager avec vous cette expérience parce qu'on va bénéficier de toutes les avancées dans l'anesthésie loco-régionale. Je voulais partager avec vous cette expérience. J'espère que ça a été. Dommage, je n'ai pas pu parler parce que j'ai tout compris. J'ai dit que son dada c'était le stop and shop. Le stop and shop en incision de 2. Et que tu es habitué à la péristaltique et j'ai dit que. Tout à fait. Le passage de la péristaltique à l'aventurier, c'était pas. Parce qu'à un moment donné, il était parti, je vous l'ai dit, il va se raviser, il est parti avec la Tessana US pour aller chercher des masses périphériques. C'est peligroso. C'est peligroso. Tout à fait. Ça, c'est le truc de faire vite. Et ça, c'est un banira. Il vaut mieux prendre 2 minutes de retard que de. Pour les masses périnucléaires, quand on est habitué, quand on laisse incociner, c'est valable parce qu'on ne peut pas venir. Les masses périphériques avec la Tessana US,
jamais. Je voulais aussi, dommage, je sais pas, surtout pour les confrères qui débutent, donc il faut être à l'aise sur tous les plans quand vous débutez, il faut maîtriser sa pédale, donc c'est des détails qu'il faut toujours avoir à l'esprit parce que quand on est loin, on voit directement le cristallin, les structures anatomiques, mais être à l'aise par rapport au microscope, la chaise, la tête, le cou, avec la 3D, des réflexes qui vont changer un petit peu. Nous allons faire prochainement, Tout à fait. dans les semaines à venir, la phacomusification en 3D. C'est-à-dire que nous n'allons plus opérer comme ça, mais nous allons opérer en regardant dans un grand écran, c'est comme la Célio, etc. Et ça, on va faire la phaco comme ça, c'est la 3D. Et on va la faire bientôt. Donc ça, je voulais parler de ça. Les détails qu'on ne voit pas, des petits détails, vous avez vu, j'ai commencé par l'incision de service. Depuis un moment, je le fais parce que je remplis bien ma chambre quand je fais ma incision principale. Il faut éviter les changements de pression brutaux lors de l'incision principale. Vous avez vu aussi, à la différence de notre ami avec l'aspiration des masses, il y a la pièce à main qui est très très agréable. Elle est droite avec un embout en silicone qui est très très peu, pas du tout traumatisante. Donc ça nous permet d'aller chercher, vous avez vu, je suppose, d'aller chercher les masses périphériques en toute sécurité, même à l'aveugle si on veut. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, ce que nous disait le Dr Mohamdi, la phaco, c'est tous les sens qui sont là. Les deux mains, la main droite, pour les droitiers, c'est la pièce à main. La main gauche, c'est le micro-manipulateur. Les deux yeux dans le microscope. Les oreilles, parce que vraiment, pour les sons, c'est comme la voiture. Vous pouvez tout à fait, le son d'irrigation. Pour les machines péristatiques, vous avez le son de l'occlusion. Donc c'est très très important. Les deux pieds, le gauche sur la pédale, le droit, le microscope, l'autre sur la pédale, à savoir tous les niveaux. Donc ça, la pédale, plusieurs niveaux et aspiration, par la suite, ça, tout à fait. Donc le reste, les techniques. Et on avait dit à l'époque que le chirurgien devenait un homme orchestre, tout à fait, qui doit donner une bonne musique à son patient. Tout à fait.